Bonjour à tout le monde, merci d'être venu suivre cette conférence. On attendait un peu plus de monde qui s'était inscrit par, euh, par mail, mais bon, peut-être qu'ils viendront un peu plus tard. Donc, pour démarrer, je vais présenter rapidement Kabia. Donc, Kabia, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire en Pays Basque, une jeune association qui a pour but de promouvoir le SS sur notre territoire et tous les acteurs de cette économie. Gis, qui est dans la salle, est la présidente de l'association et moi je suis le trésorier. Donc, nous accueillons aujourd'hui Timothée Duverger, qui est maître de conférence à Sciences Po Bordeaux et également directeur de la chaire territoire de l'ESS. Je vais peut-être lui laisser dire quelques mots sur son parcours. Euh, d'accord, bonjour, merci de l'accueil. Du coup, c'est sur mon parcours, c'est-à-dire vous avez besoin de... Non, voilà, vous présentez rapidement en dehors D'accord, de bon, la partie oui, de donc je suis maître de conférence. conférence associé effectivement à Sciences Po Bordeaux, responsable du master d'économie sociale et solidaire et innovation sociale en formation initiale et du master, enfin de l'exécutif master stratégie, territoire et projets innovants dans l'ESS en formation continue, exécutif master qui est co-dirigé, enfin co-porté entre Sciences Po Bordeaux et le CNAM, donc je le co-dirige avec Jean-Louis Laville. Et je suis aussi directeur de la chaire effectivement territoire de l'économie sociale et solidaire. Et à l'origine, je suis docteur en histoire contemporaine et auteur d'une thèse sur l'histoire contemporaine de l'économie sociale et solidaire des années 60 à nos jours. Voilà, donc ça c'était ma thèse. Et puis depuis, j'ai fait tout un tas d'autres travaux. Voilà. Ok, très bien, merci. Euh, donc, parmi ces étudiants en master, nous avons Pierre Armango qui est ici avec nous également pour témoigner de, de son expérience au niveau de ce master et de voir qu'est-ce qui l'a poussé à venir, à, à venir étudier à Sciences Po Bordeaux dans ce master-là. Et voilà, et tout autre élément qui voudrait bien nous expliquer. Donc voilà, Pierre, si tu veux dire un petit mot. Et bonsoir à tous, merci de m'accueillir également. Du coup, je suis originaire de Bayonne, donc c'était un peu le point de départ. C'était comme ça que j'avais fait la connaissance, en tout cas, de l'équipe ici présente. Et effectivement, étudiant à Sciences Po Bordeaux depuis 2017 et du master depuis l'an dernier. Donc, c'est un plaisir et je vous partagerai ce pourquoi j'ai décidé d'y rentrer et ce que j'y fais. Super, merci Pierre. Du coup, on va commencer sur un panorama succinct de l'offre de formation ESS, peut-être un petit historique. Et après, donc Timothée Duverger nous présentera le master en question à Sciences Po Bordeaux. Donc, Merci. Donc, pour donner effectivement quelques éléments sur les formations à l'ESS, alors déjà, il faut peut-être préciser ce qu'est l'économie sociale et solidaire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit toujours bien informé. L'économie sociale et solidaire, en fait, ce sont des activités qui sont portées par différents acteurs ayant des statuts bien particuliers, donc qui rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, que sont les coopératives, les mutuelles, les associations,
les fondations et les sociétés commerciales dont les principes, au fond, les rapprochent de l'ESS, qui peuvent d'ailleurs bénéficier pour cela d'un agrément. Soit ils font une modification de leur statut, ce qui en fait des sociétés commerciales de l'ESS, soit ils prennent un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Attendez juste une seconde. Excusez-moi, une petite urgence, mais c'est réglé. Donc, je disais, voilà, au fond, 5 catégories d'acteurs à partir de structures juridiques ou bien de modalités de reconnaissance par l'État. Voilà, ces structures en fait correspondent donc c'est à la fois un mode d'entreprendre et de développement. Un mode d'entreprendre parce qu'en fait mode d'entreprendre et de développement parce que ça s'ancre finalement dans tous les domaines d'activité. Tous les secteurs d'activité sont concernés par l'économie sociale et solidaire. Ça va de la banque et des assurances à l'alimentation, en passant par l'action sociale et médico-sociale, par exemple. Enfin voilà, donc c'est un champ extrêmement large, mais c'est une manière d'appréhender ces sujets, ces domaines d'activité qui est particulière. Donc c'est pour ça que ce sont des modes d'entreprendre et de développement qui reposent en fait sur 3 piliers. Un premier pilier qui touche au but non lucratif, donc soit c'est de la non-lucrativité stricte, c'est-à-dire on ne peut pas distribuer de dividendes en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est le cas des associations et des fondations, ou alors à lucrativité limitée. Il peut y avoir de la distribution, mais c'est encadré dans le cas des coopératives et des mutuelles. Voilà, donc ça c'est un premier pilier, le but non lucratif. Un deuxième pilier, la gouvernance démocratique et participative, c'est-à-dire que dans l'ESS, les bénéficiaires sont sociétaires, typiquement dans une SCOP, si c'est une coopérative de travail, eh bien, on a des travailleurs qui bénéficient de la coopérative puisqu'ils en sont salariés et donc ils sont sociétaires et ils élisent leurs dirigeants. Voilà, ça c'est le cas de ces coopératives, mais c'est vrai dans les mutuelles. Les clients des mutuelles sont ces adhérents et donc sont amenés à voter lors des assemblées générales pour élire leurs représentants. C'est vrai dans les banques coopératives, c'est vrai dans les coopératives agricoles qui sont, ce sont les exploitations en fait qui sont membres de ces coopératives. C'est vrai dans les coopératives de commerçants, je pense. Vous avez Leclerc, Super U et d'autres. Bon, voilà. Donc vous avez en tout cas ce principe de le bénéficiaire et sociétaire. Donc c'est en ce sens que c'est une gouvernance démocratique. Et puis dans certains cas, notamment par exemple les sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais c'est vrai aussi dans les associations, souvent il peut y avoir plusieurs collèges. Et donc, on prend en compte l'ensemble des parties prenantes, pas seulement les bénéficiaires des actions, mais ça peut être dans les SIC, par exemple, dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, on va prendre en compte les producteurs, les salariés, pour aller vite, les usagers, donc ceux qui bénéficient des services ou des biens produits par la coopérative, comme on pourrait y mettre les fournisseurs, comme on peut y mettre des collectivités locales. Bon, donc voilà, ça donc c'est pour ça qu'on dit gouvernance démocratique et participative, parce que ça peut s'étendre aux autres parties prenantes que les seuls bénéficiaires. Et troisième et dernier pilier, c'est la question de l'utilité sociale, qui peut correspondre en fait à la fois à une réduction des inégalités, à une lutte ou un accompagnement des vulnérabilités, ou bien à des logiques de développement durable, de solidarité internationale ou d'autres enjeux macro. Donc voilà un petit peu les 3 piliers sur lesquels cela s'inscrit. Donc vous voyez, c'est un mode d'entreprendre et de développement, c'est dans tous les secteurs d'activité. Ça correspond à des statuts, donc coopératives, mutuelles, associations, fondations et quelques sociétés commerciales bien spécifiques. Et puis ces 3 piliers sur lesquels cela repose, donc le but non lucratif, la gouvernance démocratique et participative et l'utilité sociale. Donc voilà déjà peut-être pour déjà cadrer un petit peu ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qui bénéficie d'ailleurs d'une loi qui fixe un peu tout ça, donc une loi qui date de 2014. Et donc, pour en venir à notre sujet, il y a des formations à l'économie sociale et solidaire. Mais voyez, dès lors qu'on est dans un mode d'entreprendre et de développement qui est extrêmement transversal, on est en réalité sur des catégories de métiers qui peuvent être très larges, c'est-à-dire en fait tous les métiers
tous les métiers se retrouvent en réalité dans l'ESS. Donc quand on forme, je dirais, à ces métiers dans d'autres formations, ça peut tout à fait après convenir pour des acteurs de l'ESS. Si vous êtes formé au secrétariat, vous pouvez tout à fait être secrétaire dans une association, dans une fondation, dans une coopérative. Donc c'est pas du tout. Donc vous voyez, là il n'y a pas de formation évidemment spécifique à ça. Tout type de formation peut correspondre. Donc les formations à l'ESS évidemment forment à des métiers bien particuliers. Forment à des métiers bien particuliers qui peuvent en général correspondre à des fonctions soit de gestion des organisations, donc soit gestion des organisations, soit gestion de projet. En gros, c'est le plus souvent on est là-dessus, c'est-à-dire sur au fond la gestion des spécificités des organisations de l'économie sociale, ou bien c'est une des particularités de l'ESS, c'est que souvent on touche à des projets qui sont ancrés sur les territoires, donc je vais y revenir concernant les formations à Sciences Po, et donc finalement on forme à des ingénieurs de projet. En fait, c'est un petit peu cela dont il s'agit. Et puis après, dans les formations, vous pouvez avoir aussi des spécificités, c'est-à-dire certaines qui vont davantage se tourner vers certains secteurs de l'ESS pour prendre en compte là aussi leur spécificité. Mais vous voyez, donc les formations à l'ESS, forcément, ont quand même une dimension assez généraliste. Ce sont des gens qui ont des compétences multiples. Ce ne sont pas des spécialistes qui sont dans des métiers bien fixés, je dirais, et bien codifiés. Voilà, ça c'est un point déjà qu'il faut quand même préciser, mais j'y reviendrai plus concrètement à travers la formation que l'on peut prodiguer à Sciences Po Bordeaux. Et donc, les formations à l'ESS, il y en a beaucoup. Alors historiquement, ça s'est monté, les premières formations datent de la fin des années 70, début des années 80. Puisqu'en fait, cette composante de l'économie sociale, son institutionnalisation date de cette époque. Et ça s'est développé véritablement à partir des années 2000. Il y a eu un boom des formations à l'ESS dans les années 2000, pour une raison simple, c'est que en fait, ça accompagnait, je pense, enfin, je l'interprète de cette façon, ce serait à vérifier, mais je pense que c'est assez transparent. Ça a accompagné en fait le boom des politiques publiques de l'ESS dans les collectivités locales notamment. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des premières politiques de collectivités locales dédiées à l'ESS dans les années 90, dès le milieu des années 90. Les premières municipalités à se doter d'une délégation ESS datent effectivement des élections qui avaient eu lieu en 95, mais ça s'est véritablement considérablement accru, notamment après les régionales, donc je crois que c'était en 2004. Donc au début des années 2000, ça s'est considérablement développé en fait dans les collectivités locales et mécaniquement, je dirais par ricochet, dans un certain nombre d'organisations qui appartiennent au champ de l'ESS, mais qui ne le posaient pas forcément en ces termes, puisque beaucoup en fait se définissent d'abord soit par le fait associatif, par exemple. Souvent, on se définit d'abord comme acteur associatif avant d'être acteur de l'ESS, alors qu'on est les deux, ou alors le plus souvent par leur ancrage sectoriel. C'est le cas par exemple dans la culture, dans le sport, d'abord un acteur sportif, un acteur culturel, un acteur de l'éducation populaire, un acteur du médico-social. Bon, voilà, on va d'abord se définir, effectivement, un acteur de la santé, d'abord se définir par son secteur d'activité et pas forcément par son appartenance au champ de l'ESS, mais avec le développement des politiques publiques qui y sont liées, avec la nécessité, au fond, de dépasser justement ces secteurs d'activité, de les décloisonner, d'aller aussi vers davantage d'horizontalité, de prise en compte des parties prenantes. Bon, ce virage-là, ce tournant, je dirais, à la fois du multipartenarial et de la territorialité, eh bien, ce tournant-là, ce virage, fait que on a besoin de gens qui sont formés aux logiques d'action en fait de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je pense, enfin, je formule l'hypothèse, que c'est pour cette raison que beaucoup de formations ont été créées à partir des années 2000 et notamment en accompagnement, comme je disais, de ces changements de référentiel en fait des politiques publiques. Et donc il y a aujourd'hui pas mal de formations. Alors elles sont regroupées pour la plupart, donc pour toutes les formations publiques.
dans le réseau interuniversitaire de l'ESS, puisqu'il y a aussi des écoles de management, des écoles de commerce qui développent des formations à je parle plutôt d'entrepreneuriat social, mais c'est lié. Celles-ci ne sont pas recensées par le réseau, puisqu'il y a un réseau qui réunit les formations donc, dans le secteur public, qui s'appelle le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, qui organise d'ailleurs, qui est à la fois un réseau qui regroupe les formations, mais aussi les chercheurs dans l'ESS, et donc qui, pour ce qui est des formations, a recensé, enfin fait un recensement en fait annuel. Et donc le dernier recensement a décompté 79 formations, dont 20 licences, 40 masters et 19 autres formations, dont en fait des DU, des DUT ou d'autres types de formations. Donc c'est quand même voilà beaucoup, la majorité, en fait la moitié de ces formations, mais c'est du coup la majorité sont des niveaux master. Donc il y a beaucoup effectivement de masters à l'ESS qui peuvent être rattachés le plus souvent à des facs d'économie, des facs de sociologie, voilà, ou des facs de gestion. C'est souvent là-dedans qu'on va retrouver effectivement ces masters. En sciences politiques, à ma connaissance, il n'y a donc dans les instituts d'études politiques comme celui de Bordeaux, il n'y a que 2 instituts d'études politiques à ma connaissance qui ont des formations à l'ESS. Il y a Sciences Po Bordeaux et il y a Grenoble. Grenoble historiquement parce que c'était porté par Danielle Demoustier, qui est une chercheuse un peu référente sur les sujets d'ESS, à qui a succédé Amélie Artis et qui donc continue, je dirais, cette formation. Mais là, on est plutôt sur une formation qui est faite assurée par les économistes de Sciences Po Grenoble. Donc, vous voyez, ce qui rejoint ce que je disais, c'est-à-dire économistes, sociologues, gestionnaires. On est plutôt sur ce type d'approche en général, puisqu'effectivement, on forme plutôt à la gestion des organisations de l'ESS. C'est le plus souvent quand même ce à quoi on forme. Donc, concrètement, on va former des gestionnaires, par exemple, d'établissements, donc dans le domaine social ou médico-social. Ça, c'est effectivement un aspect. Ou alors des managers dans des mutuelles ou d'autres organisations. Voilà. Donc, ça va être souvent des métiers de ce type. Auxquels vont former ces différentes universités. Pour revenir, donc maintenant pour rentrer un petit peu plus dans le concret et dans le détail à travers la formation que nous, on peut dispenser à Sciences Po Bordeaux. Donc cette formation, elle a été créée en fait en 2012 de mémoire. Elle a été créée par Robert Lafaure. Robert Lafaure, en fait, est un ancien directeur de Sciences Po Bordeaux, donc il est directeur honoraire maintenant, parce qu'il a pris sa retraite il y a 1 an et demi. Et donc Robert Lafaure, c'est un juriste, professeur de droit public qui avait un master en politique sociale. Voilà, donc c'est-à-dire il formait les gens aux politiques sociales. Et puis il s'est rendu compte en fait que d'un côté la fonction publique attirait de moins en moins les étudiants de Sciences Po Bordeaux, ce qui est vrai, c'est une tendance. Alors évidemment, ça reste un pôle assez fort, la fonction publique, le fait de passer les concours, ça reste tout à fait important à Sciences Po Bordeaux, mais c'est moins important de manière relative, on va dire, que ça l'était à une autre époque. Maintenant, on ne forme plus qu'au concours. On forme aussi, il y a une vingtaine de masters à Sciences Po Bordeaux, et donc beaucoup de personnes vont dans le privé ou dans des organisations, on va dire, qui sont parapubliques ou appartiennent en tout cas à l'écosystème proche. Et donc faisant ce constat, faisant le constat aussi de la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire, comme je vous disais, voilà, ça s'est particulièrement vu, on va dire, depuis les années 2000. D'ailleurs, entre 2000 et 2002, il y avait un secrétariat d'État à l'économie solidaire. Il y a eu la structuration, on va dire, aussi des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui avaient une existence antérieure, mais qui, on va dire, montent en puissance à compter du milieu des années 2000. Donc, voyant le champ de l'ESS finalement se structurer, comme je disais, en lien notamment avec les politiques publiques, voyant donc la volonté des étudiants de Sciences Po de ne plus forcément se tourner vers des métiers au fond vers les métiers du service public, eh bien, il a considéré qu'il fallait transformer ce master de politique sociale en master d'économie sociale.
Voilà. Donc à l'époque, ça avait un autre nom, hein, c'était, je crois, le développement des entreprises sociales et solidaires, ou, je ne sais plus, c'était un nom, ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'était DEESS à l'époque, le titre. Et donc, il a créé effectivement ce master dans le prolongement du master sur les politiques sociales. Voilà, ça permettait d'offrir un débouché à la fois, je dirais, à des étudiants qui avaient envie de travailler plutôt dans le secteur privé, je reviendrai sur les motivations qui sont les leurs, mais qui gardaient le souci de l'intérêt général. Hein, voilà. C'est finalement c'est ce que permet évidemment ce que permettent les organisations de l'ESS, c'est-à-dire on va dire, on est dans le champ privé, hein, un privé particulier, hein, je l'ai détaillé tout à l'heure, mais on est dans le privé au service effectivement de l'intérêt général, puisque je disais l'un des 3 piliers, c'est l'utilité sociale. Donc, et l'utilité sociale, c'est une notion qui est un dérivé en fait de l'intérêt général, mais appliqué à des organisations privées. Donc voilà comment s'est créé ce master, qui est donc aujourd'hui à une dizaine d'années d'existence. Et donc ce master, en fait, alors comment ça fonctionne à Sciences Po Bordeaux? Vous avez donc un parcours commun, donc qui va pour les 3 premières années. Donc les étudiants font 3 années à Sciences Po Bordeaux. Alors plus exactement, ils font 2 années à Sciences Po Bordeaux puisqu'ils ont une année de mobilité, hein, le plus souvent à l'étranger, mais c'est pas forcément à l'étranger, où ils vont dans une autre université suivre d'autres types de cours. Et une fois qu'ils ont terminé en tout cas leur licence, ils doivent s'orienter et ils se dirigent effectivement vers des parcours de master. Et donc là, je disais, il y en a une vingtaine qui sont eux-mêmes regroupés par des majeurs, hein, qui sont censés donner un peu de cohérence, on va dire. C'est-à-dire, c'est les parcours qui sont proches les uns des autres. Donc par exemple, dans la majeure qui est la mienne, qui s'appelle Management des organisations, je crois, d'ailleurs, vous voyez, j'ai même un doute sur l'intitulé exact de la majeure, là en vous le disant, mais bon, en tout cas, il y a une forme de cohérence puisqu'on a un parcours sur la culture, les métiers de la culture, donc qui souvent sont en fait soit dans le public, soit dans l'associatif. Hein, donc c'est soit dans les fondations, hein, il y a beaucoup de mécénat aussi dans la culture, donc c'est pour ça qu'on croise un peu les logiques de SS. Il y a un master qui est sur la gestion des entreprises et des organisations, donc eux c'est le volet entrepreneuriat classique et voilà, économie conventionnelle, on va dire, même s'ils s'intéressent de plus en plus aux logiques de responsabilité sociale des entreprises. Et troisième parcours, c'est la gouvernance de la transition écologique. Vous voyez, donc là aussi, hein, d'ailleurs, c'est assez proche. Alors là, plutôt dans une optique, c'est-à-dire de parapublic, métier de la consultance. Bon, voilà, ils ne sont pas forcément, eux, très dans le champ de l'ESS, mais par contre, l'écologie, c'est quelque chose qui, en général, intéresse aussi nos étudiants. Voilà, donc il y a une cohérence, on va dire, au sein de cette majeure. Vous voyez, donc on est en fait sur, disons, les nouvelles configurations de l'action publique. Hein. On est vraiment dans ce qui tourne autour de l'action publique, puisqu'on touche, nous, à l'utilité sociale, mais c'est vrai de la plupart de ces organisations, sauf peut-être gestion des entreprises et des organisations, qui lui est vraiment dans le privé, un peu le dur. Hein. Voilà, mais en tout cas, il est dans le privé comme nous, donc c'est pour ça, enfin, que ça se regroupe. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ces zones un petit peu grises, quelque part, entre le privé et le public. Voilà, donc pour ce qui concerne cette majeure et concernant notre parcours, donc en 4e année, on a des cours communs en fait à l'ensemble des étudiants de Sciences Po Bordeaux. En gros, on leur donne des compétences qui sont transverses en fait, hein, c'est ça la logique. Donc ils ont des conférences de méthode souvent, donc l'idée c'est qu'ils apprennent à structurer leurs pensées, à argumenter, à s'exprimer à l'oral, comme à l'écrit, voilà, aller chercher des informations, leur donner du sens. Bon, donc c'est vraiment les conférences de méthode, c'est ça un petit peu l'objectif. Donc ils en ont par exemple en culture générale, ils en ont en économie, je sais plus, bon, ils en ont dans plusieurs champs. Ils ont également des cours par exemple en sociologie, évidemment, en économie, en sciences politiques. Enfin bon, ils ont des cours aussi extrêmement variés de ce point de vue, mais qui les dotent au fond d'un solide bagage et d'une culture générale renforcée, on va dire, et puis de vraies capacités, de ce qu'on appelle les soft skills, notamment, hein, ces compétences, ces savoir-être, notamment. Donc ça leur, voilà, ils ont à la fois, je dirais, le fond et la forme.
à travers cette formation. Et puis, il y a donc tout ce qui relève en fait de la spécialisation et donc du parcours de master. Et donc là-dedans, en 4e année, on est plutôt sur des savoirs théoriques liés à l'économie sociale et solidaire. Ils ont par exemple des cours sur, disons, une présentation générale de l'ESS, de ses organisations, de ses chiffres, de ses territoires. Ils ont des cours d'histoire, ils ont, enfin voilà, bon, tout un tas de cours. Ils ont des séminaires de lecture, ils ont un séminaire entrepreneuriat où ils commencent quand même à découvrir un peu des aspects plus pratiques, hein, ils commencent à se saisir un peu du sujet. Mais là, on reste quand même en 4e année plutôt sur des approches un peu théoriques. Et puis en 5e année, c'est là que véritablement ça se professionnalise. Et là, on ne professionnalise pas à moitié, j'ai envie de dire. Là, c'est très, très professionnalisant. C'est-à-dire que en fait, on a ouvert d'ailleurs depuis 2 ans le master à l'alternance, en apprentissage. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était des stages. Hein, donc, parfois, il y avait quelques contrats de professionnalisation, mais le plus souvent, les étudiants faisaient des stages ou des services civiques, d'autres statuts de ce type. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, les étudiants en 5e année, à 100%, on est le seul master d'ailleurs concerné. On est le premier master à avoir essayé l'apprentissage. Aujourd'hui, il y en a 4 et on est le seul master à avoir 100% de nos étudiants apprentis. C'est-à-dire que tous nos étudiants, c'est la 2e promo consécutive à être dans ce cas, trouvent un apprentissage. On va dire, on refuse, hein, on refuse beaucoup d'offres. Ce qui d'ailleurs est un sujet, mais en tout cas, voilà, donc on n'a pas de problème, je dirais, à placer nos étudiants. Et c'est de manière générale, c'est vrai à Sciences Po, mais on est le master le plus performant de ce point de vue. Ensuite, donc je disais, très professionnalisants, parce qu'ils sont donc salariés, puisque quand on est apprenti, en fait, on est salarié d'une entreprise, salariés en formation. Donc, leur entreprise, en fait, nous envoie quelque part leurs nouveaux salariés en formation. Et donc, c'est une alternance 1 semaine sur 2 pendant 6 mois, de septembre à mars, et ensuite pendant 6 mois dans l'entreprise, voilà, à temps plein. Et sinon, 1 semaine sur 2 à Sciences Po, 1 semaine sur 2 dans l'entreprise pendant 6 mois, et après, donc 6 mois totalement dans l'entreprise. Donc, ce qui fait que là, ils ont en fait une expérience assez forte, hein, c'est-à-dire ils ont 1 an où finalement les 3 quarts de leur temps est occupé dans l'entreprise et 1 quart donc en formation. La formation leur propose là c'est plutôt on est aussi sur de l'accompagnement très professionnel, donc ils ont des cours par exemple sur l'idée c'est qu'ils aient des cours introductifs au fond sur plein de champs. Donc, ils vont avoir des cours, par exemple, sur les financements de l'ESS, sur la gestion des organisations, sur l'innovation sociale, sur le numérique, enfin bon, je passe, mais ils ont tout un tas de cours de ce type, et puis surtout des cours sur la gestion de projet, parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de ce master, c'est la gestion de projet. Donc ils ont beaucoup de cours là-dessus, et d'ailleurs ça se connecte avec une coopérative qu'ils viennent de créer. Ils ont créé une société coopérative d'intérêt collectif qu'ils doivent à la fois gérer. Hein, donc, ils gèrent une entreprise, en fait, très concrètement, une coopérative, et à côté, ils font de la consultance, en fait, donc ils ont quelques missions, il y en a 4, je crois, cette année, donc ils ont 4 missions auprès de collectivités ou d'entreprises de l'ESS qui leur demandent de faire une prestation, hein, donc il est payante, hein, évidemment, donc les collectivités ou les entreprises les missionnent, leur font faire une prestation, et tout ça est encadré dans le cadre de projets tutorés au sein du master. Voilà, donc ils ont à la fois, vous voyez, une expérience du salariat, une expérience entrepreneuriale, puisqu'ils gèrent l'entreprise et ils répondent à des commandes, donc une expérience de la consultance aussi, des cours, je disais, très professionnalisants, et puis ils ont aussi tout un dispositif d'accompagnement en apprentissage où on leur permet de rencontrer beaucoup de professionnels, c'est ce que j'ai appelé les cartes blanches en fait, donc ils rencontrent énormément de professionnels avec qui ils peuvent échanger sur des champs d'activité très variés, hein, donc ils peuvent avoir des gens qui viennent des SAMU sociaux, de fondations, de mutuelles, de coopératives, c'est extrêmement varié. Et puis, ils ont un accompagnement, notamment pour essayer je dirais, d'avoir une réflexivité, c'est-à-dire de penser leur pratique.
Hein, voilà, donc ils ont des accompagnements de ce type. C'est souvent des accompagnements collectifs qui leur permettent aussi d'échanger sur leur posture, les problématiques qui se posent au quotidien au travail. Bon, donc ils ont aussi tout un accompagnement qui est dédié. Ils ont aussi tout un tas d'outils. Par exemple, ils ont des cours sur les outils collaboratifs. Enfin, bon, c'est extrêmement varié. Donc voilà, ils ont même maintenant, on a mis un cours aussi sur la RSE. Ça, depuis cette année, ils ont un cours sur la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui montait de plus en plus. Et là, bon, j'ai introduit ça cette année. Bon, voilà. Donc, ce sont, vous voyez, des étudiants qui finalement ont des cours sur des domaines extrêmement variés et les mettent en application et vont acquérir aussi d'autres compétences dans ces expériences à travers à la fois, je disais, le salariat et l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est vraiment très important parce que du coup, ça donne des profils assez complets, des étudiants qui sont à la fois, je dirais, très solides sur le plan théorique, mais aussi qui ont déjà beaucoup d'expérience en réalité et acquièrent un bon niveau de maturité. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont mûrs beaucoup plus vite que les autres en réalité parce qu'ils enchaînent les expériences, sachant que, comme je vous dis, ils ont donc le master, la coopérative. Il y a aussi une association de promotion de l'ESS qui s'appelle Explicite dans laquelle ils s'investissent. Bon, la chaire leur donne aussi des opportunités. Par exemple, là, ils sont allés au Forum national de l'ESS senior, où ils ont contribué, bon, je ne rentre pas dans le détail, ils sont allés aussi pour un certain nombre d'entre eux, une majorité d'entre eux à Dijon pour les journées de l'économie autrement. Donc là aussi, ils font beaucoup de rencontres, c'est pour eux beaucoup d'opportunités, de réseaux. Donc voilà. Peut-être pour conclure sur ma présentation, les débouchés, et je vais essayer d'aller vite. Donc les débouchés, alors en apprentissage, c'est très varié, comme je disais. Alors il y a ça peut être dans des petites assos, par exemple. Alors beaucoup aiment bien l'insertion en général. L'insertion a beaucoup de succès. Donc vous pouvez en avoir, voilà, dans des associations ou des entreprises qui sont dans ces champs-là. Peu souvent, alors pas parfois de petite taille, parfois de plus grosse taille, mais ils aiment bien les structures de petite taille où c'est vrai qu'en plus c'est intéressant parce que du coup ils sont très polyvalents. Donc ils apprennent un peu à tout faire. Donc c'est vrai que c'est très formateur en général. Ça peut être dans des coopératives également. Par exemple, j'ai en tête quelqu'un qui était chez Aptic, donc une coopérative dans le domaine de l'inclusion numérique. Donc ça, voilà, vous avez ceux qui sont dans l'ESS, on va dire, sur les territoires, dans les petites organisations. Vous avez ceux qui sont dans les structures d'accompagnement. Par exemple, j'ai en tête ceux qui ont été, j'en avais une l'an dernier dans une crèche en Île-de-France. J'ai en tête des gens qui ont travaillé chez France Active. Par le passé, voilà, ou chez Atis, enfin, dans des agences d'innovation sociale. J'en ai une qui est qui est dans un incubateur de l'ESS. Enfin, donc là, je vous dis, je mélange un peu ceux qui sont en apprentissage ou ceux qui ont trouvé un boulot. C'est pour donner un peu la variété des débouchés. Vous en avez qui se trouvent dans des structures plutôt type collectivité territoriale. Donc, vous pouvez en avoir qui sont dans l'accompagnement là aussi. Donc vraiment, c'est tout l'écosystème d'accompagnement, qu'il soit public ou parapublic. Voilà, il y a vraiment cette logique. Et puis, vous avez ceux qui sont dans des grandes organisations plutôt liées à la RSE, par exemple, comme Pierre, qui sont dans des fondations, ou qui sont par exemple dans des mutuelles, mais avec des logiques ou des banques, mais plutôt sur, par exemple, la gouvernance. Donc, ils vont être sur l'animation du sociétariat, la gouvernance des parties prenantes, les stratégies RSE des organisations. Donc, on va les trouver aussi là-dedans. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit. Donc, vous voyez les trois types, en gros, de débouchés. C'est-à-dire, en général, je dégage un peu des tendances. Donc plutôt les petites structures ancrées sur le territoire, les structures d'accompagnement qui peuvent être publiques ou parapubliques, et puis les grandes structures, on va dire, mais plutôt sur des entrées RSE, type RSE. Voilà, même si RSE, mais une RSE liée à l'ESS, voilà, la fondation qui va financer des projets ou bien l'animation du sociétariat. Bon, donc ça va être ce genre de choses. Voilà, et en général, alors bon, donc je vous disais, ils n'ont pas de problème, et c'est de plus en plus vrai, ils n'ont vraiment aucune difficulté à trouver des emplois. À vrai dire, ils les refusent, c'est une spécificité de ces étudiants-là, et notamment de ce master. C'est-à-dire que souvent, même l'an dernier, à la fin de leur apprentissage, il y en a plusieurs qui reçoivent des offres d'entreprises, soit dans lesquelles ils étaient, soit
de l'extérieur d'ailleurs, et ils les refusent parce qu'en fait, ils veulent multiplier les expériences. Ils ont envie de voir autre chose, ils ont envie de s'enrichir. Ce sont des gens qui sont très agiles, qui sont très motivés, ce sont des ingénieurs de projet, hein, donc eux, ils fonctionnent au projet, donc ils ne sont pas là pour faire des carrières de 30 ans dans la même organisation. C'est pour ça qu'en fait, en général, ils multiplient les expériences. Le salaire, ils peuvent prétendre à des salaires assez élevés, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent, hein. Quand ils vont dans des petites organisations, évidemment, ils sont plus intéressés par le projet, par le sens que par le salaire. Voilà. Mais certains, au contraire, sont quand même soucieux de cela. Quand on travaille dans une fondation, en général, on gagne un peu plus, mais Pierre est riche. Voilà, c'est le haut du panier dans le, dans le master. Mais plus sérieusement, voilà. C'est vrai que c'est l'avantage aussi de l'apprentissage, hein, c'est que ça sécurise aussi financièrement nos étudiants, puisqu'ils sont salariés, ils ont droit au chômage aussi derrière, et ils gagnent bien plus que s'ils étaient en stage. C'est aussi une des raisons, hein, pour lesquelles on va vers l'apprentissage. Il y a des raisons professionnelles, mais il y a aussi des raisons d'accompagnement social. Ça permet aussi d'avoir une diversité d'étudiants. Et j'en conclurai par là, puisque nous avons à la fois des étudiants qui viennent de Sciences Po Bordeaux. En général, c'est plutôt des classes sociales, on va dire, plutôt élevées, même si c'est pas si mécanique que ça, hein. Mais en tout cas, en général, c'est plutôt des étudiants qui sont socialement favorisés. Mais il y a aussi des étudiants qui viennent de l'extérieur, hein. C'est une des spécificités aussi de notre master, des étudiants qui ont eu des parcours atypiques, beaucoup d'expériences, qui ont voyagé, qui sont un peu des bricoleurs, des débrouillards, et qui viennent dans le master et qui apportent aussi toute cette expérience. Et c'est vrai que ça crée des dynamiques collectives assez intéressantes, hein. C'est-à-dire qu'on a des étudiants, c'est vrai, qui sont porteurs d'initiatives, qui s'engagent beaucoup, qui échangent entre eux, qui s'enrichissent mutuellement, j'ai envie de dire, aussi du fait de cette grande diversité de profils. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire peut-être pour essayer de cerner un peu ce champ de la formation dans l'ESS, et à travers plus particulièrement l'exemple de Sciences Po. Et excusez-moi si j'ai été un peu long, mais il y avait beaucoup à raconter. Oh, c'est super intéressant surtout. Tu veux dire un mot, Gis, ou j'avais une question, moi? Non, je disais peut-être que c'était très intéressant, mais vas-y, au contraire. Ouais, justement, je voulais revenir sur la fin de l'exposé, sur les parcours qui intègrent le master sans être passés par Sciences Po au début des études supérieures. Comment ça se passe? C'est après une licence, après un parcours professionnel ou... Il faut une licence. Il faut une licence. Ça, c'est le prérequis, évidemment, parce qu'il rentre en master, en fait. Il rentre en 4e année de master, donc il y a l'obligation, évidemment, d'avoir une licence. Mais là, c'est extrêmement varié. Vous pouvez avoir des gens qui ont fait géographie, droit, des licences généralistes de sciences humaines, licence éco. J'ai des gens qui viennent d'école de commerce. Ça a pu arriver, y compris vraiment avec des parcours très atypiques. J'en ai même un qui est devenu maître de conférence après. Il a fait une thèse, il a fait une thèse et puis il est devenu maître de conférence en sciences de gestion. Voilà, mais voyez, donc c'est très ça c'est très atypique, hein, voyez, bon, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais c'est voyez, donc c'est très varié, et donc ils rentrent, ils passent un concours d'entrée, donc ils ont un dossier à déposer, dossier sur leur propre parcours en fait, hein, leur motivation, pourquoi ils veulent rentrer dans ce master, etc. Et puis ils passent des épreuves, donc ils ont une épreuve de culture générale, des épreuves de langue. Voilà, donc qui sont notés anonymement, hein. Et donc et puis donc après moi je fais une sélection et puis je les reçois en jury et après je prends en fonction du nombre de places disponibles en fait. Voilà. Si je peux rajouter un tout petit point du coup sur là-dessus, puisque c'est devenu du coup nos collègues et nos amis, hein, ces personnes qui arrivent de l'extérieur. Nous, quand on est rentré à Sciences Po, du coup, on est arrivé directement en master après les 3 premières années qui sont communes à tout le monde. Généralement, moi, l'impression que j'ai, c'est que nos collègues qui arrivent de l'extérieur, ils ont certes eu une formation à minima, du coup, une licence, mais c'est aussi des gens qui ont fait un peu plus de choses que nous. C'est des gens qui ont pris très régulièrement 1 an pour aller faire quelque chose, monter un projet à l'étranger. Il y en a beaucoup qui ont passé quand même pas mal de temps à l'étranger, qui ont parfois même travaillé, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des petites différences d'âge. Elles ne sont pas énormes, mais c'est pas rare qu'ils aient 2-3 ans de plus que nous, parce qu'ils ont aussi travaillé, ils ont fait un peu plus de choses que nous, quoi, concrètement. Et moi, j'avais une question par rapport au cours de gestion de projet. Est-ce qu'il y a véritablement un aspect opérationnel, parce que l'un des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans l'ESS, c'est que très souvent,
j'en discutais avec une étudiante qui sort d'une formation, alors pas à Sciences Po, hein, mais pas à Sciences Po Bordeaux tout au moins, mais qui me disait elle se sentait justement mal à l'aise par rapport à l'opérationnel. Non, c'est ce que je disais. On a là pour le coup, nous, ils sont hyper opérationnels. Alors avant, c'était des projets tutorés, mais qui étaient, si vous voulez, fictifs, on va dire. Enfin, fictifs, ça dépend, parce que certains, par exemple, ont pu créer leur entreprise grâce à ces projets tutorés, hein, ou créer une asso. Ou voilà, il y a eu des cas comme ça, ou soutenir. D'ailleurs, par exemple, je pense là, j'ai une idée, ou soutenir d'autres organisations. Par exemple, Supercoop, c'est des étudiants à nous qui ont écrit les statuts, donc qui est un supermarché coopératif à Bordeaux. Bon, donc il y a eu des applications, je dirais, mais c'était quand même assez fictif de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui ne voyaient pas le jour, hein, même si certains, oui. Aujourd'hui, c'est totalement appliqué puisque c'est des commandes de prestataires, comme je disais, ça passe par la coopérative étudiante. Donc, ce sont des projets bien réels, bien concrets, et les étudiants doivent s'y confronter. Voilà. Donc, ils ont un accompagnement pour ça. C'est la directrice, enfin la co-directrice, parce qu'ils sont plusieurs directeurs à la CRES Nouvelle-Aquitaine, donc Mélanie Tuilier, qui les accompagne là-dessus. Ils ont aussi d'autres cours avec Julie Chabot, qui est la responsable de l'agenda 21 du département de la Gironde et qui pilote notamment un laboratoire d'innovation publique. Donc, ils ont ça, puis ils ont aussi des cours sur les outils collaboratifs, hein, ils ont tout un tas de choses. Donc ils ont d'abord, on leur donne vraiment tous les outils, mais en plus, ils ont des applications, comme je disais, très concrètes. Sans parler évidemment de la gestion de la coopérative elle-même, hein, donc ils gèrent une entreprise. Très concrètement, ils ont tous les passages obligés de l'entreprise. Alors, sans gros enjeux, parce qu'en fait, il n'y a aucun risque financier, parce qu'ils n'ont pas de dépenses, en fait. Il n'y a pas trop de dépenses. Ils ont surtout des recettes, et après, les recettes, puisque en fait, ils ne se rémunèrent pas sur les projets, ça ne se traduit pas en salaire, ce sont des producteurs bénévoles, mais par contre, l'argent doit leur servir à faire des voyages. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de risque, on va dire, financier. À vrai dire, ils ont même beaucoup trop d'argent, parce que là, ils ont eu plein d'argent, notamment, ils ont été lauréats de Bordeaux Métropole, mais ça, c'était sans argent. Donc, ils ont été lauréats du prix de l'ESS de Bordeaux Métropole, et surtout, ils ont été lauréats de l'AMI Innovation Sociale de la région. Donc là, ils sont en train de choper tous les prix, mais donc voilà. Voilà. Donc là, c'est très concret. Voilà. D'accord. Sans parler du salariat. Hein. Là, on parle de la question du projet, mais après, ils sont apprentis. Donc là, ils sont dans le grand bain. Hein. Et justement, dans le grand bain, Pierre, peut-être un commentaire sur ton parcours actuel et tes projets dans le court terme. Pardon. Non, t'inquiète. Oui, donc je vais peut-être juste représenter rapidement comment je me suis retrouvé dans ce master aussi, parce que quand je suis rentré à Sciences Po Bordeaux, quand j'ai préparé le concours l'année du bac, je n'avais pas prévu de m'orienter vers l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, à mon avis, en terminale, je ne savais même pas encore trop ce que c'était, ou vraiment de très très loin. Donc, je suis rentré à Sciences Po. On a perdu Pierre. C'est pas de chance, parce que pas de chance, oui. Ça promettait d'être intéressant. Ouais. Ah, zut. Et en plus, ça marchait avant. Ah, zut. Bon, il faut qu'il va se reconnecter. Alors justement, moi j'en profite pour une question plus philosophique. Ouais. Timothée. Les rémunérations sont plus faibles, vous disiez, d'entrée de jeu. Ça dépend des structures. Hein. Ça dépend des structures. Il dirait pas ça, je pense, Pierre. Voilà. Oui, lui, voilà. la Fondation RTE, je pense qu'il est, je ne sais pas combien il a, mais je pense que c'est très bien. D'accord. Mais enfin, il y a beaucoup dans l'ESS qui sont quand même assez faiblement rémunérés, ou tout au moins par rapport à leur niveau d'études. Est-ce que... Ah, on a perdu... Pierre est là. Pierre, si vous voulez continuer. Je suis de retour, excusez-moi, j'ai eu un petit bug de connexion. Voilà. Donc on en était au fait que vous ne connaissiez rien à l'ESS en rentrant à Sciences Po. Donc voilà, et c'est vrai que c'est surtout après l'année de mobilité dont parlait M. Duverger juste avant, qu'on réalise en deuxième année, nous, à Sciences Po, que je me suis retrouvé un petit peu en crise de sens, comme beaucoup d'adolescents passé 18 ans là, à peu près, où je me reconnaissais dans pas grand-chose qui était proposé, ni en termes de master, ni derrière. Je me demandais vraiment où j'allais atterrir. Et c'est vrai qu'en commençant à entendre parler de l'ESS, bon, c'est arrivé notamment parce que j'ai un père qui a changé de carrière professionnelle à ce moment-là et qui s'est retrouvé du coup directeur d'une structure de l'ESS, que
j'ai appris à la connaître et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est juste vachement bien. Ça correspond à mes valeurs, ça correspond à ce que j'ai envie de défendre dans ma vie personnelle, mais aussi, voire surtout, dans ma vie professionnelle. Donc, c'était assez logique au final de m'orienter vers ce master-là. On a été bien conseillés, on a des ateliers de présentation qui nous servent à être sûr de notre choix quand on les formule au milieu, fin de troisième année. Et puis, je ne suis pas déçu du coup de m'être retrouvé ici, vraiment pas, puisque j'ai appris plein de choses. Et comme d'ailleurs tous ceux qui sont rentrés dans ce master, puisque personne n'est déçu, on se retrouve pleinement dans ce qu'on nous enseigne, dans les possibilités qui sont offertes à nous par tout ce qu'a présenté M. Duverger. Du coup, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais on se reconnaît vraiment là-dedans. Et c'est vrai on s'exprime très facilement dans ce master-là parce que ça nous correspond et ça nous fait du bien de nous retrouver dans une formation qui fait sens pour nous. Pour en avoir discuté avec d'autres étudiants de Sciences Po Bordeaux qui sont dans d'autres masters, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Nous, on a cette chance d'être à notre place, de se sentir bien et voilà, de faire des choses qui font sens pour nous. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc c'est super pour ça. Oui, effectivement, c'est exacerbé durant cette dernière année, en particulier via l'alternance. Pour dire un petit mot sur ce que je fais moi, je suis en alternance à la fondation RTE, donc pour Réseau de transport d'électricité à Paris. Donc c'est l'opérateur qui s'occupe de transporter l'électricité à travers toute la France. Et il y a une grosse dizaine d'années maintenant, presque 15, ils se sont dotés d'une fondation pour justement apporter leur pierre à l'édifice et essayer de venir accompagner, principalement financièrement, mais pas que, des structures de l'ESS, donc principalement des associations, mais aussi d'autres structures qui portent des projets. Et en l'occurrence, nous, on est basé sur des projets qui sont en zone rurale, donc pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur essayer de dynamiser un peu les campagnes de France métropolitaine. Donc, je me suis vraiment retrouvé là-dedans et j'ai vraiment eu la volonté de m'engager dans les fondations parce que j'y voyais l'opportunité de voir tout type de projet dans une seule et même semaine. C'est-à-dire que comme on répond à des appels de plusieurs associations qui nous contactent directement, qui nous remettent des dossiers, etc., on peut vraiment se rendre compte des bonnes idées des gens sur le territoire, de l'ESS, de tout ce qu'elle peut porter. Et c'est hyper inspirant en fait de se retrouver dans des postes comme ça. Donc voilà, et puis sur l'aspect financier, je suis obligé d'en parler un petit peu puisque M. Duverger a tendu la perche tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal lotis dans les fondations et mine de rien, ça a son importance puisque au début, je cherchais plutôt sur Bordeaux. Au final, ça ne s'est pas fait, je me suis retrouvé à Paris. Quand on se retrouve une semaine sur deux à Paris, une semaine sur deux à Bordeaux, avoir un salaire qui nous permet de vivre, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, moi je suis très bien loti vraiment en ce qui me concerne. Même si ce n'est pas ce pourquoi on est engagé là-dedans, effectivement, c'est vraiment pour le sens et pour ce que ça nous procure, quoi. On est très content d'être là-dedans. Donc voilà, si vous avez peut-être d'autres questions, des précisions, même sur mes camarades, je peux parler un peu en leur nom, puisqu'on se connaît tous très bien, n'hésitez pas. Moi, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est ce que vous venez de dire. Hein. C'est qu'il y a, on a eu un mois de l'économie sociale et solidaire à Cabilla sur la quête de sens, parce qu'on s'était rendu compte durant le Covid que beaucoup de gens n'avaient plus comme vocation première de chercher un emploi avec la rémunération et uniquement la rémunération. Et qu'aujourd'hui, c'est plus, je cherche à me retrouver dans quelque chose qui me convient, et c'est super intéressant de voir qu'aujourd'hui, à un niveau de master, qui est généralement le niveau où vous pouvez prétendre à des postes avec un fort impact financier, qu'il puisse y avoir aujourd'hui, à l'inverse, des jeunes qui sont dans cette quête de sens, à la limite en mettant en second l'aspect rémunération, si je comprends bien ce que vous avez dit, même si vous faites partie des riches, a dit M. Duverger. Mais bon, vos camarades sont bien lotis. Oui, c'est ça. Je pense qu'en plus, ça a vraiment été pour le coup effectivement exacerbé par la crise du Covid. Et nous, on se l'est prise en ce qui nous concerne au milieu avant même le début du master. Donc, du coup, on est rentré là-dedans et ça nous a conforté dans notre choix de nous être engagés là-dedans. Ça nous a confirmé qu'on avait fait le bon choix, quoi, de nous orienter vers l'économie sociale et solidaire. Et puis en plus, on est tous très contents de nos alternances. Donc là, on a vraiment un pied dedans. Avant, on se doutait à peu près de ce que ça allait donner. Mais là, maintenant, on est vraiment dedans. Ça nous confirme qu'on a fait le bon choix. Donc on est très contents. Et il y a effectivement
Après, juste un élément peut-être là-dessus, juste pour dire, certes, ils privilégient le sens à la rémunération, mais quand même, moi, je leur dis de faire attention parce que, voilà, après, ils ont une vie à construire, et donc il faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus que vous savez, le sens peut parfois servir à mal rémunérer, hein. Donc, faut évidemment trouver le bon équilibre entre l'un et l'autre. C'est ça. Mais ce n'est pas la quête initiale, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait autant quasiment que vous aviez plutôt tendance à refuser des offres parce que vous n'aviez pas les étudiants à mettre en face, plutôt que l'inverse. Oui, mais c'est le cas de Pierre, il en a refusé. Il avait vu 2 ou 3 offres. Ouais, il avait 2 ou 3 offres, et alors que, vous voyez, il sort du master, il cherche un apprentissage, et encore, c'était je sais plus, en mai ou un truc comme ça. Enfin, donc, il avait largement le temps d'en trouver bien d'autres, hein. Donc oui, on refuse. C'est pour ça que je dis à tout le monde, les offres, il faut les envoyer en avril. Parce que si ça arrive plus tard, en général, c'est pas bon. Voilà. Impressionnant quand même. Oui, mais du coup, après, on essaye de rebasculer sur Sciences Po. Alors, du coup, en fait, en fait, l'ESS sert aussi, du coup, à fournir des emplois aussi aux autres étudiants de Sciences Po, puisqu'effectivement, on reçoit vraiment beaucoup d'offres, hein. Et puis, c'est vrai il n'y a pas trop de concurrence, on va dire. Il y avait plusieurs masters et tout, mais ils sont tous en train, plus ou moins, de s'éteindre pour des raisons extrêmement variées. Donc, enfin, qui tiennent pas au fait qu'ils marchaient pas ou quoi, hein. C'est plus lié à des problématiques institutionnelles et universitaires, mais du coup, parce que malheureusement, les universités sont pas forcément toujours très tournées vers la professionnalisation, vers l'ESS encore moins, voilà. Donc, il y a souvent des problématiques de ce type dans l'enseignement supérieur. À Sciences Po, on a la chance d'avoir un très fort soutien de la part de la direction. C'est ce qui nous permet de développer des choses, et c'est vrai qu'on est un peu les seuls, je dirais, enfin pas tout à fait les seuls, mais en tout cas un peu les seuls sur le marché, donc c'est entre guillemets, donc du coup forcément on reçoit énormément d'offres. Puis c'est vrai que c'est des secteurs très dynamiques, hein. Plus nous on a la chance, on est dans une région où voilà, la région porte beaucoup ça, les départements aussi. Bon, nous à Bordeaux en plus il y a une convention entre Bordeaux, la ville, la métropole, le département et la région sur le sujet de l'ESS. Donc c'est vraiment des choses qui se développent très fortement dans notre zone géographique aussi. Est-ce que d'autres participants auraient des questions à poser Sachant qu'il me reste 2 minutes. Sinon, oui, il y a Pierre. Avant que M. Duverger s'en arrive. Voilà. Sinon, il y a Pierre qui fera ça très bien. Vous verrez s'il est bien formé ou pas. C'est le test. J'ai un enregistrement après pour le noter. Tout à fait. En plus, l'enregistrement sera sur notre site. Donc tout le monde pourra voir les. Rate, hein. Ouais. La pression est maximale, Pierre. On met la pression. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parmi les 3 personnes qui sont présentes? Non. Bon. Cédric, on va peut-être libérer M. Duverger. Oui, et on vous remercie encore une fois d'être venu nous présenter cette formation sur l'ESS. C'était un plaisir. On aura peut-être l'occasion de vous redemander peut-être à 1 heure, parce que je sais que des étudiants des lycées de Sauveterre, etc., sont un peu déçus parce qu'ils étaient en cours et ils n'ont pas pu participer. Alors, ils vont regarder la partie visio, mais s'ils avaient des questions à poser, est-ce qu'on pourrait réenvisager en début d'année? Oui, sur les questions. Ouais. S'il y a une logique de questions, on peut, voilà, parce que là, le contenu est produit maintenant, donc ça, vous pouvez tout à fait le diffuser. Mais après, oui, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Super. Puis il y a Pierre, hein, il est du coin en plus. Voilà. Super. Il y a le référent départemental, Pierre. Voilà, exactement. On va faire un maillage territorial comme ça avec les anciens avec les étudiants présents et passés. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation, et puis à bientôt alors. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et bonne fin de soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, on peut continuer la discussion avec Pierre Armango si des personnes ont des questions, peut-être. Vous pouvez réouvrir vos micros. N'hésitez pas. Est-ce
on n'a pas forcément, on s'est cantonné sur ton alternance du moment. Est-ce que tu as d'autres projets que tu avais peut-être avant de faire la formation, qui sont venus pendant la formation, je sais pas, pour la suite de ta carrière après? Ça me fait toujours drôle de parler de carrière. J'ai l'impression que, tu sais, ça fait très costard et tout. Ça me fait un peu peur ce mot. Mais non, en tout cas, moi, je sais que là, j'étais vraiment dans une. Enfin, je suis du coup dans une phase où comme mes camarades d'ailleurs de master, on est tous hyper curieux. Ça rejoint un peu ce que disait Timothée Duverger tout à l'heure sur le fait qu'on cherche vachement à multiplier les expériences, etc. Je pense qu'il a tout à fait raison. C'est vrai que on est, euh, on est curieux, on a envie de voir plusieurs choses parce que, comme ce qu'il présentait effectivement, toujours pareil, on est sur un mode d'entreprendre et pas juste un secteur de l'économie. Donc, c'est hyper large. On a la possibilité de travailler, d'évoluer, d'être bénévole dans une multitude Ouais, tu étais chez de Alda, structures. tu étais en stage chez Alda Donc, il y a quelques mois. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'était en mai-juin dernier. J'avais fait un stage à l'association ALDA qui est basée à Bayonne. Bon, du coup, les gens du coin la connaissent, mais pour les autres, c'est une association qui s'est créée il y a un peu plus d'un an maintenant et qui a vocation à redonner la voix aux personnes qui ne l'ont plus beaucoup, en tout cas à qui on la donne pas trop au Pays Basque, donc en particulier sur Bayonne au départ, mais surtout le Pays Basque à terme. Et voilà, je me suis vraiment retrouvé dans leur démarche, même si c'était un stage, je n'avais pas vocation à travailler plus longtemps chez eux, mais c'était hyper enrichissant. C'est vrai que ce genre d'expérience, on est beaucoup de camarades à essayer de les multiplier. Donc, du coup, ce que j'ai en tête, ben, j'ai pas mal de choses là. L'envie, elle était plutôt de travailler sur Bordeaux ou sur Paris pour commencer. Bon, il se trouve que c'est Paris, c'est très bien, mais peut-être que dans un an, dans plusieurs années, ce sera plus là. Je suis hyper attaché du coup à notre territoire, à la côte basco-hollandaise, donc forcément, je sais que là, pour l'instant, autant j'ai envie de voir plein de choses, autant d'ici quelques temps, j'aurai forcément envie de revenir. Parce que voilà, je suis trop attaché à notre territoire. Donc, il y a forcément, au bout d'un moment, j'aurais envie de revenir et essayer de me trouver des structures qui me plaisent dans le coin. Et ce sera sûrement sur des thématiques qui seront très différentes que ce que j'aurais fait jusqu'à ce moment-là, mais ce sera très bien comme ça. Et la chance qu'on a, c'est dans notre master d'être formé sur plein de choses différentes. Donc, je pense on est quand même des couteaux suisses en restant très, très humble, très modeste. De toute façon, on apprendra toute notre vie, mais voilà mes projets. Je pense que c'est surtout essayer de bouger, multiplier les expériences et à terme revenir sur les environs de Bayonne. Voilà. Ok, parfait. Super. Bon, ben, je crois que Cédric, on va pouvoir peut-être mettre fin. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci Pierre d'être venu nous rejoindre et appuyer les propos de Timothée Duverger. Merci. Ouais, je t'en prie. Et, Merci beaucoup à vous pour l'accueil, vraiment. et merci aux participants qui sont venus écouter cette conférence. Voilà. Merci Merci à beaucoup. tous et bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.